En Allemagne, au milieu des années 1930, un projet colossal prit forme dans les chantiers navals de Kiel et de Wilhelmshaven. L'amirauté allemande, avec l'appui direct d'Hitler qui rêvait de rivaliser avec la Royal Navy, lança la construction de deux bâtiments conçus pour incarner la renaissance de la puissance maritime du pays, le Scharnhorst et le Gneisenau. Ces navires de guerre n'étaient pas seulement des machines d'acier et de feu, mais aussi un message pour l'Europe. L'Allemagne ne se contenterait pas de dominer sur terre, elle aspirait aussi à contrôler l'océan. La signature des traités navals des années 1930 imposait encore certaines contraintes de tonnage et d'armement aux grandes puissances. Officiellement, Berlin respectait ces limitations, mais dans les faits, les ingénieurs jouaient avec les marges. Ils misaient sur une combinaison redoutable de vitesse, de résistance et d'efficacité tactique. Le Gneisenau, lancé après son navire jumeau, fut doté de canons de 280 mm, environ 11 pouces. Comparé aux pièces de 380 mm que les Britanniques montaient sur leurs dreadnoughts, ces canons paraissaient modestes. Pourtant, l'avantage tenait ailleurs. Le bâtiment était rapide, capable de filer à plus de 31 nœuds, et ses compartiments blindés absorbaient bien les coups. L'Allemagne n'avait pas conçu un monstre destiné au duel classique de cuirassés sur la haute mer, mais un prédateur maritime, destiné à traquer et détruire la flotte marchande de l'ennemi. Pour comprendre l'obsession de l'époque, il faut se rappeler que la Première Guerre mondiale avait déjà montré la fragilité des lignes de ravitaillement. Le Royaume-Uni avait failli plier lorsqu'il avait vu ses navires-citernes et cargos sombrer sous les coups des U-boots et des croiseurs allemands. Dans la perspective nazie, reprendre cette stratégie signifiait frapper au cœur l'économie britannique. Si les convois ravitaillants n'atteignaient plus les ports britanniques, la population souffrirait, l'industrie suffoquerait et la victoire suivrait inévitablement. La mise à flot du Gneisenau fut un événement national. Des foules se massèrent pour voir ce géant glisser dans l'eau, son étrave luisant sous le soleil, ses tours jumelles fièrement dressées vers le ciel. Pour beaucoup d'Allemands, il symbolisait un avenir de grandeur et de revanche. Mais derrière les apparats se cachait une mission bien précise: couler, harceler, étrangler les échanges ennemis. Les premiers mois de la guerre confirmèrent ce dessein. À peine l'Europe plongée dans le conflit en septembre 1939, le Scharnhorst et le Gneisenau furent mobilisés. Ensemble, ils formèrent une paire redoutable, supportée ici et là par quelques destroyers ou croiseurs légers. Lors de leur sortie dans l'Atlantique Nord et le long des côtes norvégiennes, ils infligèrent des pertes réelles à la marine marchande alliée. Des navires chargés de blé canadien, de pétrole vénézuélien ou de minerais scandinaves disparurent dans les profondeurs. Les capitaines marchands savaient que ces silhouettes menaçantes pouvaient surgir au détour d'un brouillard ou à l'horizon d'un soir gris. Pour un public d'aujourd'hui, habitué à voir dans les guerres surtout les terribles drames terrestres, il est important de se représenter combien la bataille pour les mers fut capitale. Les sous-marins occupèrent beaucoup les récits, mais ces grands bâtiments de surface incarnaient une autre approche. Le raid audacieux, le coup d'éclat stratégique, la menace permanente qui obligeait la Royal Navy à disperser ses forces. Plutôt que de concentrer tous ses cuirassés autour des îles britanniques, l'amirauté de Londres devait accompagner escorte sur escorte, multiplier les patrouilles, envoyer des centaines de navires dans des zones immenses pour protéger quelques dizaines de cargos. Chaque tonne de charbon ou de blé arrivée à Liverpool ou à Glasgow était le fruit d'une lutte invisible, parfois marquée par le simple fait qu'un géant comme le Gneisenau avait été signalé quelque part en mer. Il y avait aussi une dimension psychologique. Pour l'équipage, souvent composé de jeunes hommes qui voyaient dans ces longues traversées des horizons nouveaux, le service à bord avait un parfum à la fois exaltant et terrible. Ils savaient porter sur leurs épaules le sort de milliers de vies, mais vivaient enfermés dans un colosse d'acier que l'aviation ennemie pouvait traquer. Car si ces cuirassés semèrent la peur, ils étaient aussi des cibles convoitées. Aucune victoire n'allait se faire sans risque majeur. Dans la presse allemande de l'époque, les campagnes du Scharnhorst et du Gneisenau étaient décrites avec emphase. On parlait de héros modernes, de cavaliers des mers. Les journaux alliés, quant à eux, racontaient l'histoire bien différemment. Ces cuirassés représentaient une menace, certes, mais surtout un défi qu'il fallait absolument relever. Pour la Royal Navy, habituée à l'idée d'être la puissance maritime suprême, tolérer deux grands prédateurs allemands rôdant dans l'Atlantique était hors de question. Chacun savait que tôt ou tard, il faudrait les mettre hors d'état de nuire.
Et ainsi, dès la fin de 1939 et surtout en 1940, un duel stratégique invisible s'engagea. Le Gneisenau et son jumeau parvenaient encore à échapper aux embuscades, mais chaque sortie devenait plus périlleuse. La Royal Air Force surveillait les côtes, les renseignements circulaient et les convois se transformaient en systèmes défensifs sophistiqués. Dans l'ombre, une traque acharnée avait commencé et la belle ère des raids faciles allait bientôt toucher sa fin. Au tournant de 1940, l'Atlantique Nord devint un gigantesque échiquier où chaque navire représentait une pièce essentielle de la partie. Les Allemands cherchaient à créer le chaos sur les routes maritimes, tandis que les Britanniques s'acharnaient à protéger le flot vital de marchandises venues d'Amérique et des colonies. Dans ce jeu où l'acier affrontait la tempête, le Gneisenau et son frère navire le Scharnhorst incarnaient deux cavaliers rapides, capables de fondre sur une proie et de disparaître aussitôt dans les immensités océaniques. Pour l'équipage du Gneisenau, la vie quotidienne oscillait entre une monotonie éprouvante et des moments d'intense tension. Pendant des semaines entières, les hommes restaient confinés dans les entrailles du navire, aux prises avec l'humidité, le froid et la routine des quarts. Les moteurs, grondant sans cesse, imprégnaient chaque recoin d'un bourdonnement permanent. Les cabines étaient exiguës, les distractions rares, et les journées se ressemblaient. Mais il suffisait d'une alerte, d'un contact radar ou d'un signal radio pour que le sang afflue dans les veines de tous, la chasse reprenait. Alors, les canons s'orientaient, les observateurs grimpaient à leur poste sur les mâts, et l'horizon devenait la promesse d'un nouveau combat. La stratégie allemande, baptisée par certains « guerre de course », consistait à éviter le choc frontal avec les grands cuirassés anglais. Le Gneisenau devait frapper là où l'ennemi était vulnérable, contre les cargos isolés ou les convois mal défendus. Ces attaques se faisaient parfois dans la brume, parfois sous la lueur blafarde d'une aurore arctique. L'effet psychologique était redoutable. Un seul cuirassé allemand pouvait retenir prisonnières des centaines de navires marchands, car aucun capitaine britannique n'osait engager son convoi sans escorte solide. En mars 1940, un premier grand coup d'éclat eut lieu. Le Gneisenau et le Scharnhorst, opérant de concert, interceptèrent et envoyèrent par le fond plusieurs navires alliés au large des côtes norvégiennes. Pour Londres, ce fut une alerte rouge. Ces pertes, ajoutées aux attaques des U-Boots, commençaient à peser lourdement sur les statistiques. Winston Churchill, encore premier lord de l'amirauté avant de devenir Premier ministre, s'inquiéta publiquement. Laisser agir librement ces deux prédateurs signifiait menacer la survie même de la nation. À partir de ce moment, la Royal Navy mit tout en œuvre pour retrouver et neutraliser ces navires. Des flottes entières furent détournées de leur mission pour participer à la traque. Les renseignements britanniques multiplièrent l'écoute des transmissions allemandes et l'aviation longeait les côtes en quête de silhouettes imposantes. Chaque indice, chaque rumeur de pêcheurs norvégiens ou d'observateurs islandais était prise en compte. L'océan, pourtant infini, devenait soudain beaucoup plus petit sous la pression d'une surveillance constante. Pourtant, malgré cet effort gigantesque, le Gneisenau démontra toute son efficacité en jouant sur sa vitesse et ses aptitudes de manœuvre. Il disparaissait dans les brumes, changeait brutalement de cap, se ravitaillait secrètement dans des fjords norvégiens. C'était une guerre souterraine, presque fantomatique, où l'art du camouflage et de la ruse comptait autant que la puissance brute. Les équipages allemands en tiraient une fierté. Ils se savaient traqués, mais parvenaient à déjouer l'ennemi le plus puissant de l'époque. Cette fierté, entretenue par la propagande de Goebbels, renforçait le moral de la population en Allemagne, ravie de voir la Royal Navy humiliée sur son propre terrain. Mais la guerre de surface restait un pari risqué. La supériorité numérique britannique était écrasante et aucune erreur n'était permise. En juin 1940, lors d'une sortie en mer du Nord, le Gneisenau fut sérieusement endommagé par une torpille lancée par un sous-marin britannique, le HMS Clyde. Cet incident montra la vulnérabilité permanente de la bête de fer. Réparé en urgence, le navire revint au combat quelques mois plus tard. Mais cette blessure marqua le début d'une série d'épreuves. Quand, à l'hiver 1940-1941, Hitler décida de renforcer la présence allemande dans l'Atlantique, le Gneisenau fit partie des fers de lance de l'opération. Accompagné du Scharnhorst, il mena ce qu'on allait appeler la guerre des croiseurs lourds dans l'océan. Au cours de sorties menées avec audace, les deux navires interceptèrent plus d'une vingtaine de cargos et tankers, coulant plusieurs dizaines de milliers de tonnes.
Les témoins rescapés racontèrent plus tard la terreur ressentie en voyant surgir à l'horizon les imposantes silhouettes métalliques. Certains cargos, incapables de fuir, hissèrent le drapeau blanc presque aussitôt. La guerre navale, à ce moment-là, prit des allures quasi chevaleresques. Il n'était pas rare que les équipages des navires marchands coulés soient recueillis puis débarqués par les Allemands dans un port neutre, conformément encore à certaines règles anciennes de la marine. Mais derrière ces récits de cavalerie des mers, le bilan humain et matériel demeurait terrible. Pour la Royal Navy, chaque succès allemand était une humiliation insupportable. Churchill, désormais Premier ministre, exigeait un coup d'arrêt. Les convois furent protégés par davantage d'escortes et la chasse aux Gneisenau devint une obsession. Très vite, la pression se resserra. Bombardiers et torpilleurs britanniques tentèrent plusieurs attaques, parfois presque suicidaires, sur le port de Brest où le cuirassé aimait s'abriter. Le navire, déjà éprouvé, subit de nouveaux dommages. À chaque réparation, l'ingéniosité et la ténacité des ingénieurs allemands étaient mises à rude épreuve. Pourtant, malgré cette résistance, un constat s'imposait. L'ère des grands raids en haute mer touchait à sa fin. Le Gneisenau avait prouvé son efficacité comme prédateur de cargo, mais la mobilisation titanesque de la Royal Navy rendait de plus en plus difficile chaque sortie. Le temps de l'impunité se refermait. L'océan Atlantique, immense et redouté, se transformait en piège. Ce contraste dramatique entre la vigueur des débuts et l'ombre menaçante qui s'étendait constitue l'un des aspects les plus marquants de la trajectoire du cuirassé. Dans les tavernes de Londres comme dans les foyers allemands, on parlait de lui comme d'un acteur majeur de la guerre. Mais aucun navire ne restait invincible. L'histoire, inexorable, allait rattraper le Gneisenau et mettre un terme à sa carrière de prédateur des mers. Après ses raids victorieux dans l'Atlantique, le Gneisenau, épuisé par l'usure et endommagé par plusieurs attaques, chercha refuge dans les ports français sous contrôle allemand. Brest, sur la pointe de la Bretagne, devint alors une base stratégique de premier ordre. C'était une ville transformée par la guerre, hérissée de batteries anti-aériennes, remplie d'ouvriers, de marins et de soldats. Le cuirassé, silhouette massive amarrée dans la rade, attirait autant de regards admiratifs que de bombes ennemies. Car pour Londres, chaque jour que passait le Gneisenau dans ce port constituait une provocation insupportable. La Royal Air Force intensifia ses attaques aériennes. De jour comme de nuit, les bombardiers lourds survolèrent la Bretagne, larguant des tonnes d'explosifs sur les docks, les baraquements, les ateliers et bien sûr les cuirassés. Brest devint l'un de ces lieux où la guerre moderne montrait son visage brutal. Les civils bretons vivaient au rythme des sirènes d'alerte. Les marins allemands se terraient dans les abris et l'immense coque du navire recevait parfois directement les impacts. Les ingénieurs allemands travaillaient dans une tension permanente, conscients que la survie du bâtiment dépendait de chaque réparation menée dans l'urgence. À plusieurs reprises, le Gneisenau fut touché par des bombes. En avril 1941, un raid particulièrement violent causa de graves dégâts, immobilisant le navire pendant des mois. La salle des machines avait souffert, les structures étaient endommagées et seule une reconstruction minutieuse permit de garder espoir. Mais chaque immobilisation représentait une victoire en soi pour la Royal Navy. Tant que le cuirassé restait cloué au port, il ne sillonnait plus l'Atlantique. La fierté allemande s'effritait. Un navire construit pour dominer l'océan se retrouvait prisonnier d'un bassin, impuissant derrière ses défenses. Et pourtant, ces coups durs préparèrent une des opérations les plus audacieuses de toute la guerre navale allemande, l'opération Cerberus. En février 1942, devant la menace constante des bombardements, le haut commandement allemand prit une décision incroyable. Ramener le Gneisenau, le Scharnhorst et le croiseur lourd Prinz Eugen vers l'Allemagne, en longeant purement et simplement les côtes britanniques. Traverser la Manche, sous le nez de la Royal Navy et de la RAF, relevait de la folie. Mais Hitler exigeait de ses navires qu'ils se repositionnent dans les ports d'Allemagne du Nord afin de menacer directement les convois arctiques vers l'Union soviétique. La mission, suicidaire en apparence, devait être réalisée grâce à une préparation méticuleuse. Le Gneisenau participa donc à cette entreprise. Dans la nuit du 11 au 12 février 1942, les trois navires quittèrent discrètement Brest, protégés par un écran d'escorteur et une couverture aérienne intense de la Luftwaffe. La mer était froide, le ciel couvert, et chaque marin savait qu'un seul échec de communication pourrait signer la fin.
La traversée fut dramatique. Dès l'aube, les radars britanniques détectèrent des échos suspects. Mais le brouillard, les défaillances techniques et une certaine sous-estimation de la menace permirent aux Allemands de progresser. Ce fut presque un coup de tonnerre. Les fiers bâtiments ennemis, censés être piégés en France, fonçaient désormais à pleine vitesse au cœur de la Manche, défiant les bases navales britanniques. Lorsque les attaques se déclenchèrent enfin, ce fut la confusion. Torpilleurs et bombardiers anglais se précipitèrent, parfois sans coordination, dans une tempête de tirs anti-aériens. Des vedettes rapides tentèrent des percées suicidaires. Une torpille toucha néanmoins le Scharnhorst, mais les navires poursuivirent leur route. Pour les Britanniques, ce fut un embarras immense. Malgré tous leurs moyens, ils n'avaient pas pu empêcher ces colosses d'acier de traverser l'un des détroits les plus surveillés du monde. Le Gneisenau, bien que relativement chanceux pendant le passage, arriva épuisé dans le port de Kiel. Les équipages célébraient le succès comme une victoire éclatante, parlant d'un coup de Trafalgar à l'envers. La propagande nazie en fit des tonnes. Les journaux diffusaient des images héroïques, Goebbels parlait de miracles stratégiques. Pourtant, derrière ce vernis se cachait une réalité plus amère. Si les navires avaient échappé à Brest, ils n'étaient pas en état d'entreprendre de grandes campagnes. Plus encore, les Britanniques avaient détecté leurs mouvements et pris conscience à quel point leur présence restait une menace. À Kiel, le Gneisenau fut remis en cale sèche pour réparation et modernisation. On projetait même de remplacer ses canons de 280 mm par de plus puissantes pièces de 380 mm afin de l'élever au rang des autres cuirassés majeurs de son temps. Mais le destin en décida autrement. Dans la nuit du 26 au 27 février 1942, alors qu'il se trouvait encore en chantier, le port fut la cible d'un raid aérien britannique. Une bombe atteignit le navire de plein fouet, pénétrant profondément et causant des dévastations irréversibles dans les structures internes. Les flammes se déchaînèrent, l'acier se déforma, et il devint vite évident que le rêve de modernisation s'évanouissait. Le cuirassé, ce géant qui avait autrefois parcouru l'Atlantique comme un chasseur, était désormais un colosse brisé, impossible à réparer à temps dans le contexte de la guerre. Dès lors, le Gneisenau ne retrouva jamais plus la mer en majesté. Son armement fut démonté progressivement, ses tourelles retirées pour être utilisées en défense côtière en Norvège. La coque resta à quai, immense et muette, comme un souvenir amer de ce qu'avait été la puissance navale allemande. Les marins furent réaffectés et avec eux s'envola la légende active du prédateur de l'Atlantique. Mais pour ceux qui avaient vécu son histoire, le Gneisenau resta un symbole. Il représentait cette période trouble où l'Allemagne avait cru pouvoir rivaliser en mer avec la Grande-Bretagne. Il symbolisait l'audace, parfois la témérité, mais aussi la fragilité des rêves démesurés. Son destin, scellé dans l'acier fendu par les bombes, rappelait que même les géants les plus redoutés pouvaient être réduits au silence. Après le raid dévastateur de février 1942, le Gneisenau ne reprit jamais la mer. L'amirauté allemande, consciente de l'ampleur des réparations nécessaires, finit par abandonner tout projet de remise en service. Peu à peu, le cuirassé fut démantelé. Ses tourelles principales, ses imposants quartiers d'acier, furent démontés et réutilisés pour renforcer la défense côtière en Norvège face à une éventuelle offensive alliée. L'immense coque, quant à elle, resta à flot, mais privée de sa raison d'être. Le navire, naguère fierté d'une flotte en quête de gloire, était devenu une carcasse inerte. Pour les marins allemands, le constat fut amer. Beaucoup avaient servi à bord pendant les campagnes victorieuses de 1939 à 1941 et voyaient désormais leur maison flottante condamnée à l'immobilité. Le Gneisenau, qui avait incarné l'audace et la mobilité, devenait désormais un monument encombrant coincé dans le port de Gotenhafen, aujourd'hui Gdynia, en Pologne. Même les discours de la propagande ne pouvaient masquer la réalité. L'époque des grands coups d'éclat était révolue. À mesure que la guerre tournait en faveur des Alliés, la situation se dégrada encore. En 1945, lorsque l'armée rouge s'approcha de la Baltique, les autorités allemandes décidèrent de saborder le navire. On enfouit des explosifs dans ses entrailles et le cuirassé fut coulé volontairement pour empêcher son utilisation par l'ennemi. Ainsi s'acheva, dans un fracas sourd et une nuée de vapeur, l'existence d'un des symboles navals du Troisième Reich. Son épave resta longtemps visible, une masse sombre et silencieuse qui rouillait au rythme des saisons, avant d'être démantelée dans les années 1950.
Aujourd'hui, l'histoire du Gneisenau apparaît comme une parabole. Conçu comme un fauve des mers, il avait incarné un pari stratégique, harceler l'adversaire par la vitesse et l'audace. Ce pari, au départ redoutablement efficace, finit par se heurter à la supériorité industrielle et navale des Alliés. La Royal Navy, malgré ses échecs ponctuels, avait appris, s'était adaptée et avait finalement réussi à neutraliser ce prédateur. Dans la mémoire maritime, le Gneisenau reste souvent associé à son jumeau, le Scharnhorst, qui trouva une fin brutale sous les coups britanniques en 1943. Ensemble, ils représentent cette phase intermédiaire de la guerre navale allemande, située entre les coups de main éclatants et le déclin inévitable. Les passionnés d'histoire navale, souvent d'un certain âge, voient dans ces cuirassés un condensé des illusions stratégiques d'Hitler. Impressionnants sur le papier, audacieux dans leur début, mais finalement incapables de renverser le cours des batailles océaniques. Il existe encore, dans quelques musées navals d'Europe du Nord, des vestiges de leurs canons, des morceaux de leurs tourelles réaffectées. Ces pièces de métal lourd, dressées dans les paysages norvégiens, rappellent silencieusement qu'elles avaient un jour protégé l'un des navires les plus rapides de son temps. Et pour les historiens, le Gneisenau demeure un objet d'étude privilégié. Il incarne à la fois l'innovation navale allemande, l'habileté tactique de ses équipages, mais aussi la limite des ambitions face à une Royal Navy numériquement et logistiquement invincible.